Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast présente Les chemins qui ne mènent nulle part, un ouvrage de philosophie de Martin Heidegger. Il s'agit d'un recueil contenant notamment les essais La parole d'Anaximandre, L'époque des conceptions du monde et l'origine de l'œuvre d'art. La parole d'Anaximandre est un commentaire portant sur un unique et court fragment attribué à un penseur dit présocratique de la Grèce archaïque, Anaximandre de Milète. Ce commentaire a été publié sous forme d'une section autonome dans Chemins qui ne mènent nulle part. Ce fragment présocratique, tombé dans l'oubli déjà dans l'Antiquité, aurait été redécouvert par Aristote. Texte obscur, il n'en représenterait pas moins pour Heidegger le commencement de la tradition philosophique occidentale. Le texte intitulé « L'époque des conceptions du monde », inséré dans le recueil traduit en français par « Chemins qui ne mènent nulle part », correspond à la retranscription d'une conférence prononcée par Martin Heidegger, qui avait pour sujet général les fondements de la conception moderne du monde. Heidegger tient à distinguer la philosophie de toute vision du monde. L'origine de l'œuvre d'art est le titre d'une conférence prononcée par Martin Heidegger. Le texte définitif, édité dans Chemin qui ne mène nulle part, correspond à l'une des trois conférences, assez différentes, prononcées à l'Université de Francfort et traduit par Wolfgang Brockmeyer. Dans Chemin qui ne mène nulle part, Heidegger affirme « L'essence de l'art, c'est le poème. L'essence du poème, c'est l'instauration de la vérité. » Le poème use du langage. Les pierres, les plantes, les animaux ne possèdent pas le langage. Seul l'homme parle parce que seul l'homme pense, car seul l'homme détient le logos. Dire les choses, c'est les nommer, les comprendre et les communiquer. C'est la raison pour laquelle le langage, avant d'être esthétique, reste pratique, usuel et fonctionnel. Il est un outil. Il n'est pas immédiatement au service du vrai et du beau. Il n'est pas à l'origine ce qui procède de l'esthétique. Comment le langage devient-il poème? Comment et pourquoi le poème dit-il le vrai? Et qu'est-ce que la vérité? Dire, c'est poser, faire acte de monstration. Dire vient de montrer. Dire signifie donc faire paraître, faire advenir, laisser être, montrer. Mais le dire du poème, le dire de l'art, est le dire de la vérité, donc un dire essentiel. Il est donc nécessaire de définir la vérité telle que Heidegger l'entend. Pour définir la vérité, Heidegger ne s'appuie pas sur la définition scientifique de cette dernière, qui consiste en la simple adéquation du nom avec l'objet. Le langage poétique s'oppose à la pensée calculante, qui ne pense pas, car la science ne pense pas l'impensé. Elle ne pense pas l'être, l'essence, le vrai au sens grec du terme. La science, au contraire, n'est pas un avènement inaugural de la vérité, mais toujours l'exploitation d'une région du vrai déjà ouverte, ce qui se fait en concevant et en fondant sur le mode de la preuve comme exact, ce qui, dans la sphère, se montre comme tel d'une façon possible et nécessaire. Pour définir la vérité, Heidegger se fonde sur le terme grec qui désigne cette dernière, aletheia, qui signifie le dévoilement, lever le voile posé sur les choses et qui entrave l'appréhension de leur essence. La vérité serait donc initialement dissimulée, mais ce qui la dissimule reste aussi ce qui en permet le dévoilement. La vérité se cache en même temps qu'elle se dit en même temps qu'elle se cache. Plus que cela, elle se cache pour mieux se révéler. Le voile posé sur les choses, ce sont les illusions, les apparences qui dissimulent l'idée, l'essence. Inscrite dans la tradition platonicienne, la vérité serait l'être dissimulé derrière l'apparaître. Comme le souligne Heidegger, c'est l'étant qui, fondé sur l'être, en cache l'essence. Mais Heidegger se sépare de la pensée platonicienne lorsqu'il affirme que l'art révèle la vérité. En effet, selon Platon, le monde sensible est celui des apparences, toujours déjà trompeuses, là où tout change et corrompu devient.
Et le peintre, reproduisant l'apparence, ne fait que nous éloigner encore plus de l'essence. En effet, si l'objet, l'idée, est déjà une dégradation de l'idée du lit, idée qui est éternelle, qui est l'essence du lit, alors la toile du peintre qui représente l'objet lit nous éloigne une seconde fois de l'idée par l'admiration qu'elle peut inspirer. Il s'agit d'une deuxième dégradation de l'idée. Alors, comment Heidegger, se fondant sur la définition grecque de la vérité, peut-il s'éloigner de cette pensée en affirmant que l'œuvre d'art révèle le vrai, l'essence des choses? Pour répondre à cela, encore faut-il savoir ce qu'est une chose. La chose est un produit, mais un produit particulier. Qu'est-ce à dire? L'être produit du produit est sa fonction. Il est être pour, il est fabriqué dans le but de servir à quelque chose. Ainsi se définit-il par sa fonctionnalité, son utilité. À la différence de cela, l'œuvre d'art, qui est elle-même une chose, n'use pas la matière par laquelle elle s'incarne, mais la révèle en même temps que l'œuvre révèle la matière dans laquelle elle prend forme. L'œuvre d'art est une chose, mais une chose qui ne s'use pas et dont on n'use pas. L'œuvre d'art serait donc une chose à part, et parce qu'elle fait advenir la choséité de la chose, l'essence de la chose, elle en révèle l'essence, son être. Comment ceci se fait-il? Ceci parce qu'à la différence des objets quotidiens, l'œuvre d'art est la représentation d'un objet. Elle est un objet qui représente un objet. Elle est une chose par laquelle l'être d'une chose advient. Comment l'être de la chose advient-il dans l'œuvre d'art? Et qu'est-ce que l'être d'une chose? Plus que cela, l'œuvre d'art n'est-elle pas une chose qui fait advenir à l'être? Et qu'est-ce que l'être? L'être, c'est le rien, le néant. Plus que cela, une néantisation. Pourquoi l'être est-il le rien? Pourquoi est-il un fondement infondé? L'être fonde les étangs, sinon il ne pourrait pas être. Si l'être était fondé par autre chose que lui-même, il ne serait pas l'être, mais un étang comme un autre. Donc l'être doit être fondé par lui-même. Mais si l'être avait un fondement, ce dernier s'épuiserait à mesure qu'il fondrait les étangs, donc il disparaîtrait, et les étangs aussi. Or, il y a de l'être. Plus que cela, l'être est ce qu'il y a. Il faut donc que l'être soit fondé par lui-même, mais que ce fondement soit infondé pour ne pas s'épuiser. L'être est donc le sans fond, l'infondé. Il est retrait. L'être ne cesse de se constituer à mesure qu'il se retire en lui-même, et il ne cesse de se retirer pour pouvoir se donner. Il est don parce que retrait. L'être, c'est donc le rien. Et si la vérité est révélation de l'essence, alors le vrai est le dire du néant, dévoilement du rien. L'œuvre d'art, parce qu'elle fait advenir la vérité, révèle donc le rien, l'infondé de l'être, et donc dit l'essence des choses. Elle fait advenir la vérité, révèle le rien. L'être créé de l'œuvre, c'est la constitution de la vérité en sa stature. En étant monstration, l'œuvre d'art fait advenir l'être en tant qu'il est essentiellement retrait. C'est un événement, plus encore que cela, l'avènement de l'être. Elle est ouverture de l'étang qui révèle ce qui se dissimule derrière en tant que retrait. L'être, le rien. L'œuvre d'art est ouverture, révélation du monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde n'est pas un étang singulier, mais ouverture de l'étang, d'éclosion, dévoilement, tel est le monde. Mais l'œuvre d'art n'ouvre pas seulement le monde, elle installe aussi la terre, qui, elle, est fermeture, clôture sur soi, et c'est justement parce qu'elle est réserve et retrait que la terre est sauvegarde. L'œuvre d'art apparaît alors comme le lieu de la lutte, du combat entre ce qui est ouverture de l'étang, le monde, et la clôture de l'être, la terre. Le poème accomplit l'unité du monde et de la terre. Ouverture qui tente d'absorber la clôture, clôture qui ne cesse de vouloir se retenir de l'ouverture. Tel est le combat qui se joue dans le poème, dans l'œuvre d'art. Chacun luttant l'un contre l'autre pour la préservation du soi, chacun étant l'un par l'autre, l'un pour l'autre, dans la clôture du soi, en demeurant soi. Telle est la lutte présente dans l'œuvre, choc provoqué par ce jeu entre don et retrait, voilement et dévoilement, ouverture et clôture, étant et être et rien.
Mais le poème fait plus encore. Il n'institue pas seulement le dévoilement de l'étang, dévoilement qui constitue l'un des versants de l'être, mais encore ce que nous avions appelé, à la suite de Heidegger, le dévoilement du voilement. Menant l'invisible au visible en tant qu'invisible, il amène l'être au paraître comme ce qui se retire. L'inconnu, l'impensé, l'œuvre d'art fait advenir ce qui procède de la monstration, mais qui ne peut apparaître que sous son mode fondamentalement retrait. Elle laisse advenir au dire ce qui est réfractaire au mot et qui ne peut se prononcer que sous le mode de la parole silencieuse du poème. Toute œuvre d'art est poème parce qu'elle laisse advenir l'être de la chose. La choséité de la chose, telle qu'on peut l'admettre dans les poèmes d'Hölderlin ou dans la toile des souliers de Van Gogh, la choséité de la chose, son essence, sa consistance au travers de sa fragilité, sa solidité au travers de sa liquéfaction, le retrait au travers du don. Paradoxe de l'œuvre d'art qui donne à voir ce qui échappe au regard, qui dit ce qui se clôture dans le silence, qui présente l'appréhension de ce qui résiste à toute donation, l'être, le rien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.